Alors aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, le Z13. Alors j'utilise toujours QEMU et puis un Cloud Image d'Ubuntu. J'ai essayé avec Debian, mais avec Debian il ne comprend rien, on sait même pas comment télécharger des fichiers, une ISO, une disquette, enfin l'image d'un DVD pour démarrer dessus. Alors, différentes choses à faire avant. Chose que j'ai fait aussi avec la machine virtuelle ARM64. Comme je manquais d'espace, il faut utiliser le resize. Par exemple Oracle. C'est bien comme ça que je l'appelais. Server Cloud Image RM64. Donc lui il sert plus à rien. Donc faire un resize en rajoutant quelques gigaoctets à l'image pour ne pas manquer d'espace. 1, 2, 3 gigaoctets, ça c'est au choix. Donc image augmenter l'espace disque qui va croître ensuite petit à petit en fonction de l'utilisation. Ça va augmenter tout doucement jusqu'à atteindre, au départ c'est 2 gigas. Là, plus 3 gigas, ça fait 5 gigaoctets, ça suffit. Autre chose aussi, c'est que cette fois-ci, il n'y a plus de mode maintenance quand on démarre l'image. Donc on ne peut pas se connecter. Alors il faut utiliser Virk Customize. Ça c'est l'image sur laquelle on travaille. Et je vais faire un upload de mon etc/shadow en local qui contient tous les utilisateurs de la machine, mais notamment root sans mot de passe, root activé, interdiction levée sans mot de passe, pour pouvoir se connecter ensuite à la machine virtuelle. Donc je recopie mon etc/shadow de la machine locale vers en remplaçant celui qui est dans l'image qui est fournie par Ubuntu. Ça c'est avant de lancer QEMU. Alors ensuite on va lancer notre machine virtuelle. Alors cette fois-ci j'ai construit le start, l'image, la procédure de lancement entièrement à la main, entièrement moi-même. Je vais pas recopier. Entre temps, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'être sudo, donc on démarre en tant qu'utilisateur normal, toujours avec mes 6 cœurs. La taille mémoire 2 Go pour la machine virtuelle. Ensuite, c'est une machine virtuelle S390 qui émule suffisamment d'un Z13 pour pouvoir faire tourner Linux, celui qui peut tourner sur la vraie machine. Donc c'est un Z13 pas entier, mais qui coûte à rien. J'ai défini cette fois-ci un seul disque. Et l'image fournie dans laquelle on va écrire et qui va s'agrandir petit à petit. Il faut mettre ça aussi, il faut mettre boot index pour qu'il puisse booter. Et pour le réseau, j'ai pris la même configuration que pour ARM64. Alors on va démarrer ça.
pour avoir notre Z13. Alors les messages de démarrage sont... il y a beaucoup de choses qui sont communes, mais il y a certaines choses qui sont spécifiques au système 390 étendu. Alors des fois ça plante, ici ou là, donc il faut le relancer, c'est pas grave. Alors pour gagner du temps et comme ça me sert à rien, j'ai enlevé cloud-init sur les deux machines virtuelles. Ça c'est pour ceux qui veulent connecter un cloud à la machine virtuelle, ce n'est pas mon cas. Donc en enlevant ça, on gagne du temps, ça démarre beaucoup plus vite. Alors après, il y a des choses à installer, GCC, par exemple Binutils, etc. On se les installe. Mais avant d'installer, il y a des choses à configurer. Pareil que sur ARM64. Alors c'est peut-être un peu plus long que l'ARM, je sais pas. J'espère qu'il va démarrer, ça démarre. Voilà, donc ce qu'il faut faire à la première connexion comme root est autorisé une fois qu'on a fait la petite manipulation que je vais montrer tout à l'heure. Il y a des choses à installer, bon ça on le sait quand on tape une commande et qu'on n'a pas ce qu'il faut. On est à presque 6 gigas là. On utilise un quart de 6 gigas, comme ça on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut faire ce qu'on a fait sur l'autre. Voilà, bon, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mettre la time zone, mettre l'heure de Paris. Donc on va à Europe, Paris, etc. Bon, là je ne vais pas le refaire. Reconfigurer locals. Et là on décoche anglais, parce que par défaut il y a un des anglais qui est coché, et on coche FR, français de France, FR-FR, et le reste est décoché, et puis on fait OK. Là je vais faire cancel parce que c'est très long. Ensuite ce qu'il faut faire c'est add user.
Voilà, il va dire qu'elle existe déjà, donc faire un password. Ben, je crois qu'il donne le mot de passe en même temps. Quand on rajoute l'utilisateur, maintenant il demande le mot de passe. Bon, je vais pas le mettre. Bon, ben je suis coincé. Bon, ben ça fait rien. Je mets le même. D'accord. Il faut aussi aller dans les SUDOers. Alors des fois ça change de nom, il est jamais pareil. Donc là c'est SUDOers. Voilà, et puis je rajoute voilà, Denis avec route. Là je sors de là. Notre shadow donc c'est là que ah bon pas grave X. C'est là qu'il met un point d'exclamation entre les deux doubles points au départ. Une fois, ça veut dire bloquer, route, interdire route, et une fois qu'on enlève, qu'il n'y a rien entre ces deux doubles points, ni de mot de passe. Après, les mots de passe ils viennent après. Si je regarde, alors il est où mon user Denis? Il y a 2 semaines derrière. Ah oui, donc c'est le mot de passe qui vient se mettre entre les deux doubles points. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on peut sortir de là et se connecter en tant qu'utilisateur lambda. Alors j'ai déjà commencé à faire des programmes en assembleur. Alors comme je connais pas du tout cet assembleur, je fais des petits bouts de code en C et je vois ce qu'il génère et après je comprends petit à petit, je comprends ce qui fait les instructions. Alors il y a deux choses pour les instructions, il y a une doc incompréhensible mais néanmoins qui explique beaucoup de choses, notamment la safe area, comment elle doit être constituée, etc. C'est ce bouquin là. Sinon il y a la doc directe et là on cherche par exemple l'instruction que j'ai cherché tout à l'heure, comparer un registre. J'en suis déjà au programme CPM, donc le retour, le registre 2 qui vient du clavier, comparé avec une valeur immédiate, est-ce que c'est un retour chariot, est-ce que c'est un chiffre, etc. Donc j'ai déjà quelques programmes, j'ai installé GDB pour faire du debug, ça marche des fois ça marche pas. J'ai fait mon GDB init aussi. Parce que là on n'a pas grand chose dedans. Layout bit c'est pour avoir les registres, et le source code. Et puis set debug info d enabled off. Parce que sinon à chaque fois il pose la question et à chaque fois on répond non. Donc autant faire comme ça hein. Après avec mon FTP je récupère mon fichier par exemple alors là je sais plus ce qu'il fait celui-là.
Ah oui, ça c'est un bout de code d'essai pour voir ce qu'il génère comme instruction pour faire des additions. En plus d'écrire un texte très simple dans un fichier. On compile avec GCC, option G pour debug, ça marche des fois pas. Output FIC. Donc normalement FIC il doit me créer un fichier test.test avec du menu dans AZERTY, la chaîne qui est au-dessus. Donc si je mets FIC, il me crée test.test, et si je regarde ce qu'il y a dans test.test, il y a AZERTY OP et retour à mail. Si je fais un GDB FIC comme fichier, parce qu'il y a aussi fichier, alors, je ne sais pas si ça marche, tout à l'heure ça marchait plus. Continue. Ah oui, mais là c'est du C là. Ah oui, j'avais mis des choses dans les registres pour l'obliger à travailler sur les registres. Il faut mettre la même chose pour qu'il aille chercher le socle du fichier. Sinon, il va chercher un autre source. Voilà, on dirait qu'il est sur le bon. Break main, run. On a nos registres, alors là il y en a peut-être moins que sur ARM, il n'y en a que 16 registres généraux contre 32, sachant que le 14 c'est toujours l'adresse de retour, le 15 normalement c'est là où on saute, mais ici avec Linux à notre usage, R13 ne sert pas alors que normalement c'est l'adresse de la save area. Bon, on va faire des steps là-dessus. Donc là je travaille avec les registres bas, je fais des petites additions. J'expliquerai plus en détail ce que dans une autre vidéo, qu'est-ce qu'il fait là, que c'est quoi la save area, c'est quoi le stack de Linux. Alors que sur en fait sur l'architecture IBM, la pile ça n'existe pas. Pourtant ils en ont fait une, alors une partie save area, une partie vraie pile pour les variables qui sont définies dans le programme. Là je mets 3 dans le registre 10, 4 dans le registre 9. J'additionne R8 et R10, R8 c'est n'importe quoi, ça va donner quoi? Ah non, j'avais fait R10 plus 1 dans R8, et R10 c'est 3 plus 1, 4 dans R8. Ensuite je rajoute 1 R et R9, R9 il vaut 4, et 1 donc R10 va valoir 5. Et là c'est un bout de code qui crée le fichier, c'est toujours le même, qui crée le fichier open en écriture, qui va
écrire mon texte. AZERTY, retour à la ligne, et on close le fichier. Alors les NOPR, bon là je l'ai laissé, mais souvent ça marche bien sans. Ce sont des instructions qui font rien, mais qui permettent de réaligner la suite pour éviter les plantages, parce que l'assembleur ne fait pas l'alignement correctement. Quand on regarde un peu plus de plus près le jeu d'instructions, on s'aperçoit que bon, il y a des jeux d'instructions qui ont été rajoutés petit à petit au fil des décennies, et encore beaucoup plus quand ils sont passés à 64 bits. Faut pas oublier qu'au début c'était du 24 bits, puis du 26 bits, plus du 28, puis du 28 bits, je crois, en 390. Et là ils sont passés à 64 bits. Alors il y a beaucoup d'instructions qui sont venues en plus, ce qui fait que l'ensemble n'est pas très cohérent. Pour sauter quelque part, ça peut être un B pour brancher, mais ça peut être un J pour jump. Alors il faut apprendre, il faut intégrer la philosophie, la culture IBM. Heureusement, lui, il a du store multiple et du load multiple pour restaurer les registres. Et je m'aperçois qu'il y a des similitudes entre ARM64 et IBM 390+. Tout va vers la gauche, sauf le store qui va de gauche vers la droite. Donc on récupère notre R14, on l'a au-dessus. On a sauvé, à chaque fois qu'on va quelque part, on branche et on met dans R14 l'adresse de retour qui est l'adresse de l'instruction suivante. Pour ça qu'il vaut mieux qu'elle pointe sur quelque chose d'aligné. Donc on appelle un sous-programme close qui est de C. Et on réaligne avec nos paires registre 0. On fait un load multiple des registres R6 à R15. Donc en fait R14 va être dans le lot, dans la foulée. Alors oui, alors les %R c'est parce que j'ai pas mis des R majuscules. De base chez IBM le registre porte juste des numéros. 6 c'est le registre 6, 15 c'est le registre 15. Il y a une écriture qui est standard pour l'assembleur GNU, c'est %r. Mais on peut aussi mettre des R majuscules. Je vais laisser encore en %r. Donc là on va restaurer de R14. On avait, alors je sais pas si on peut revenir en arrière. On avait sauvegardé, quand on rentre dans ce programme, R14 contient l'adresse de retour en fin de programme. Pour revenir au shell. Donc on l'avait sauvegardé en début, ici il a été modifié. Donc quand on arrive ici, on n'a pas d'adresse de retour, on va la dépiler quelque part, sauf que la save area, elle part en positif, c'est pas une stack. Le stack va toujours de haut vers le bas, l'adresse décroissante, alors que chez IBM, comme il n'y a pas de pile, ils n'ont jamais connu ça, ils travaillent avec des save area, dans laquelle on va copier les registres. Donc là on va récupérer notre R14 et on va faire un branche du contenu de R14, et là on revient à la plan, c'est-à-dire le shell. Voilà, donc on va finir ça. Range R14. Là tout à l'heure en noir, à l'instant là c'était tous les registres modifiés par le load. Et puis là on est sorti. Le programme n'est peut-être pas fermé, je sais pas s'il a écrit le fichier là maintenant. Non, parce que je suis pas sorti. Ah si, il a écrit. Voilà. Après je ferai d'autres vidéos pour expliquer en détail comment ça marche. Moi je suis déjà parti sur
Alors, je fais des petits bouts de code en C et je vois ce que ça génère. J'ai fait comparer une variable supérieure à 0 égale à 0 inférieur à 0. Donc là on utilise load and test register, soit c'est le registre qui revient ou c'est où on teste le registre en le testant avec lui-même, et on a du jump not equal, equal, less, greater, c'est quoi si c'est plus grand, J not equal L3, J high or equal, c'est-à-dire greater, plus grand ou égal à 0, et less ou égal. Et j'ai commencé à attaquer programme CPM. Donc on va retrouver les mêmes définitions puisque c'est le même assembleur, il connaît les mêmes syntaxes, donc ça ressemble déjà franchement à ce qu'on avait sur 68000 et ARM 64. Je ne vais pas entrer plus en détail. Alors, ici on va quand même voir ce fichier là. Donc là en fait à l'époque quand je travaillais sur 3090 modèle 200 chez Airbus Industries, c'était à côté de Toulouse, déjà les programmeurs ils faisaient tous ça. Enfin, la syntaxe était légèrement différente, c'était R0 tabulation EQ, tabulation 0, R1, R1. Est-ce que si on regarde du code sur Wikipédia par exemple, alors ça ce sont des registres. Ah non, là c'est une valeur entière. Voilà. Shift value in general register font, donc ça c'est R4. Vers la gauche par 5 bits. C'est un décalage arithmétique. Ou alors pire, voilà. Donc store multiple de registre 14 vers le registre 12. Non, c'est... Ah oui, parce que le store multiple, quand on commence par 14, 15, le save area, oh là là, je l'ai recopié. On sauvegarde le 14 et le 15. Le 14 c'est l'adresse de retour, le 15 c'est l'adresse où on va aller normalement. Et puis 0 à 12. C'est pas la même save area que Linux, on va la voir tout à l'heure, elle est encore différente. Alors voilà. Donc et 12 c'est un décalage. Donc registre 14 à registre 12, donc 14, 15 puis 0 à 12, donc 12, offset par rapport à 13, 13 c'est l'adresse de la série derrière. Donc ça c'est un registre, ça c'est un registre et ça c'est un registre. L'autre registre 12 de 15. Donc voilà ce que ça peut donner, c'est franchement illisible. Donc ce qu'on fait au début, on se fait
des équivalences de R0 à R15, voilà. Ensuite, l'utilisation des registres que j'ai pris dans une doc. Alors en général, on doit sauver du R6 au R15. Et ça c'est Linux, c'est spécifique à Linux. Donc ça c'est notre save area qui est pointé par R15 qu'ils appellent stack parce qu'ils ont aussi mis une pile en dessous. Là on va en valeur croissante et avant en zone plus basse au-dessus ils mettent la pile qui va en négatif, en décroissant. Et puis j'ai regardé un peu pour les syscalls, mais on n'a aucune doc, donc j'ai glané des informations dans les fichiers header et autres. Bon, le sysexit, il est facile, il n'y a pas d'argument, mais après, bon, on veut créer un fichier. Alors, créer un fichier, on sait que R2, c'est le nom, R3 le mode, et en retour R2 égale FID. Le problème, c'est que le mode, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre? On n'a pas la doc. Donc j'ai laissé tomber les syscalls, excepté pour celui-là, il pourra nous servir. Lui il retourne error code, en général on retourne 0, moi je mets rien si je l'utilise parce que de toute façon je teste pas le code retour du programme. Mais pour bien faire il faut faire un code retour. Donc voilà, pour l'instant je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai une autre qui sera plus centrée sur les instructions. Alors il y a ça using drop, ça va ensemble. Le registre de base, le registre 12 devient registre de base pour l'adressage, j'ai rien compris. C'est de la programmation à l'ancienne. Ça c'était, oui, on utilisait ça sur 390, c'est write to operator. Mais maintenant, moi j'utilise, alors il y a un syscall sous Linux qui fait ça, c'est celui-là. Là, on peut l'utiliser. C'est $6 write. On sait que pour un read, le standard input c'est 0. 1 c'est standard output et 2 c'est error output. Et en adresse R3 on a l'adresse du buffer, c'est-à-dire l'adresse du message, on a sa longueur. Et au retour, il doit nous renvoyer le nombre de caractères écrits. Donc si on met 1, on envoie aussi un message sur l'écran, ça correspond au write to operator. On peut aussi utiliser la fonction printf de C, je ne sais pas dans quel utilitaire je fais ça. Test 2, c'est quoi? Ah oui, donc là j'utilise printf. On peut aller jusqu'à 1, 2, 3, 4 arguments. C'est le même programme que j'avais fait pour ARM. Fichier test 2, je l'ai pas, je sais pas si je l'ai. Test 2, je l'ai pas, donc on va le récupérer. Ah oui, j'ai oublié de montrer que je suis bien sur un Z13 et système 390X, donc étendu 64 bits. Donc GCC -G test 2 output -O
test, non, moment tiré au test 2. Voilà, donc j'ai mis des valeurs, tant une valeur négative, une chaîne de caractères ABCD, on va faire 4. Voilà, j'avais mis ça. Donc premier argument R2, deuxième argument R3, troisième argument R4, quatrième argument R5 et cinquième argument R6. Et je crois qu'on est bloqué là. Sachant que bon, ça c'est standard. Apparemment enregistrement c'est un frame pointer, donc ils ont mis une pile en négatif, sachant que par exemple pour la sauvegarde on est en positif par rapport à R15, là on est en négatif, donc en dessous comme je l'ai dit tout à l'heure vers les adresses décroissantes à partir de notre tableau de tout à l'heure, il y a une pile. On peut empiler des valeurs mais j'ai pas l'intention d'utiliser, donc voilà. On fait notre printf qui est le printf de C. Donc voilà, je fais du C, je regarde ce que ça génère comme programme et puis j'essaie de comprendre. Et j'essaie d'améliorer parce que le compilateur il va générer LGHI half-word. Il va remplir en 32 bits, mais moi je le remplis en 64 bits puisque j'utilise des registres en 64 bits. Et l'ARL c'est l'adresse des chaînes de caractères. Le L veut dire long, ça veut dire qu'on est dans une autre section, donc on n'est pas dans un branchement court 4096 octets près. On est dans une autre section, ça c'est du code, ça peut être en ROM, quoique chez IBM en ROM c'est pas le genre, peut-être leur système d'exploitation encore. Et dans la section data je mets, que j'aurais pu mettre d'ailleurs .section.rowData, read only data, puisque ces valeurs là ne sont jamais modifiées. Voilà pour ce soir.